Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur un artiste protéiforme, créateur, styliste, designer. Il a habillé Lady Gaga, mais aussi Jean-Paul II. Les anglo-saxons l'appellent par ses initiales, JCDC, vous l'avez sans doute reconnu, Jean-Charles de Castelbajac. Bonjour et Bonjour. ravi d'être de retour sur KTO. Ravi dans ces nouveaux locaux magnifiques. Voilà, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois, oui. Que vous venez nous voir sur Absolument. KTO. Alors cette année, vous venez à l'occasion de deux événements particuliers. Déjà la publication de cet ouvrage, ce beau livre qui est à côté de vous, Oui. Dessins tout-terrain aux éditions Flammarion, qui rassemble vos plus beaux dessins et qui est accompagné aussi d'une exposition à voir en ce moment au Centre Pompidou, qui s'adresse surtout aux enfants. C'est Bien une sûr. exposition atelier, Oui. Le peuple de demain, bien C'est nommé. ça. Le livre et l'exposition qui permettent de découvrir votre univers, un univers fait de couleurs primaires, de symboles aussi, Oui. particulièrement. La couleur primaire est le fil rouge de votre œuvre. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs aussi Oui, dans oui. votre livre. Oui, je pense que la couleur primaire, en fait, les 4 couleurs essentielles, ça a été mon premier kidnapping. Hein. C'est la première chose que je me suis appropriée. Je crois qu'au travers de nos vies, on s'approprie des éléments qui nous conviennent pour forger notre personnalité. Or, je suis né dans une ville toute blanche, qui est Casablanca, donc entourée de femmes qui s'appelaient Blanche. Ma mère s'appelait Jeanne Blanche, ma grand-mère s'appelait Blanche. Donc j'étais irradié de cette couleur blanche. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 6 ans, je suis allé dans le collège de Mesnières-en-Bray, où mon père avait été, mon grand-père, en Normandie. Et là, l'univers était assez terne, assez gris. C'était un vieux château que j'ai revu il y a quelques années, que j'ai toujours trouvé aussi grand. Et là, en fait, mes seuls repères chromatiques, c'était le matin, c'était les vitraux et leurs couleurs primaires, cette fragmentation qui intervient aussi dans mon travail de dessin, qui est le plomb qui sépare les morceaux de verre dans les vitraux. Des blasons qui étaient dans la salle à manger, donc les couleurs, là cette fois qui s'appelaient, j'ai su plus tard avec d'un autre nom, de gueule pour le rouge, d'azur pour le bleu et d'or pour le jaune et de sable pour le noir. Et puis au-dessus de tout, il y avait, comme il pleuvait souvent, l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, ça a été mon premier détournement, parce que j'ai considéré très vite que après la pluie venait l'arc-en-ciel et venait quelque chose de joyeux, de festif, d'extraordinaire. Voilà. Et donc la couleur est devenue mon allié très tôt, même dans des moments pas forcément faciles. Par exemple, quand j'étais en pension, ma mère m'envoyait plutôt une couverture rouge qu'une couverture marron avec des bandes sombres, et je revendiquais la couleur comme étant quelque chose d'unique et qui m'appartenait. Donc dès que je suis sorti de pension, c'était mon premier bagage, avec mes dessins de bataille, parce que je dessinais toujours des batailles, je dessinais des batailles d'Azincourt, avec des flèches qui traversaient la page. Et On en aperçoit une bataille d'ailleurs dans votre exposition. Oui, absolument. Bataille de San Romano. de San Romano. Oui, bah oui, je me suis inspiré. Je pars toujours dans mon travail d'artiste de l'histoire, ou de l'histoire de l'art, ou de l'histoire tout court. Et là, lorsque j'ai vu cette plateforme qui m'était proposée, la Galerie des Enfants, je voulais un signal, je voulais quelque chose qui parle d'un rythme. Et dans ce tableau de Paolo Cello de la Renaissance, il y a ce rythme, il y a ces lances, la convergence des lances à l'horizontale, à la verticale, en oblique, qui donne de l'élan. Et moi, j'ai toujours aimé les drapeaux, j'ai toujours aimé les piques, j'ai toujours aimé l'héraldisme, la vexillologie, toutes ces sciences un peu oubliées du Moyen-Âge. Et je me suis dit que dans ce contexte de désengagement à l'égard de l'histoire ou d'une époque où on dit aux enfants qu'en fait l'histoire n'est plus la pierre angulaire du savoir, il était bon de ramener au cœur de ce musée multicolore et qui est une agora populaire ces éléments
de connaissances et de sciences que sont l'héraldisme et la vexillologie. On parlait tout à l'heure de couleurs. Question un peu bête. Est-ce que vous avez une couleur préférée parmi les 4, notamment primaires? Je ne peux pas les dissocier, en fait. Je ne peux pas dissocier le rouge du bleu et du jaune, puisque ensemble, ils font une autre couleur. Et de plus, je ne peux pas les dissocier du noir, parce que si j'enlève le noir, je me retrouve face à une confrontation qui est de l'ordre du color block, que j'ai beaucoup utilisé dans ma mode, qui est beaucoup plus brutale. Le rouge, peut-être? La couleur de... Vous parliez du rouge oui, en parlant de votre mère. Oui. Est-ce qu'il y a une couleur de l'enfance? La couleur de l'enfance, c'est le spectre de toutes ces couleurs, c'est le blanc. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'éberlué dans le blanc, il y a quelque chose d'irradié. C'est aussi dans les figures liturgiques quelque chose comme une auréole. Il y a je pense que c'est la couleur la plus proche de la spiritualité. L'exposition s'intitule « Le peuple de demain ». Oui. Comment est-il ce peuple de demain? Vous qui êtes un jeune papa. Oui, je suis un jeune papa d'une petite Eugénie qui a 2 ans, et je suis par le temps aussi un jeune père de 2 fils qui sont des hommes. Et grand-père d'un petit-fils, Balthazar. Donc voilà. Ce peuple de demain, écoutez, ce peuple de demain, il a besoin, selon moi, de transmission. Il a besoin que les gens qui viennent de ma génération, ou même leurs parents, leur donnent le maximum d'éléments de conquête. Quand je dis de conquête, c'est pas quelque chose de l'ordre du combat, de la guerre. C'est de conquête d'eux-mêmes, de conquête de leur propre personnalité, de leur propre identité. Parce qu'ils sont au sortir d'une société ou au début d'une société où l'image a pris le dessus sur la pensée, où l'image a pris le dessus sur l'écrit. Et donc ils sont submergés d'images. Et au travers de cette exposition, je voulais leur parler de quelque chose qui va au-delà des images, qui sont des signes, des symboles, des emblèmes, des choses qu'ils peuvent détourner, s'approprier, recréer, pour en faire un langage universel, en quelque sorte. Vous écrivez un langage universel? C'est mon intention. C'est ce que j'ai commencé avec le peuple de demain. C'est ce que j'ai commencé dans ma carrière en installant des signes très simples qui viennent depuis la nuit des temps, que ça soit une étoile, un cœur avec une aile, une lune avec des ailes, un œil qui pleure, une planète qui pleure. Dans le peuple de demain, il y a aussi tout un lexique qui nous parle d'aujourd'hui. Il y a un serpent en forme d'arrobase. Une main. Il y a une main, bien sûr. Il y a une succession d'éléments qui sont, lorsqu'on les met ensemble, la naissance d'un signe personnel. Oui, c'est ça. Un rébus pour décrypter une forme d'héraldisme pop aussi, parce que on est dans la lecture. Par le pop art. Voilà, on est dans une lecture qui ne fait pas cas du temps, puisqu'on est entre le Moyen Âge et l'âge futur. Et vous êtes un passeur, justement. C'est mon sentiment. Ce Moyen-Âge, c'est aussi votre famille. Vous êtes aristocrate. Ma famille qui a... Famille de chevaliers, enfin il y a une droiture. Qui a servi la France depuis plus de 10 siècles. Oui, c'est un héritage aussi qui a été important. Le blason, c'est aussi votre famille? Absolument. C'est un blason bleu? Absolument. D'azur à la croix d'argent. Tout à fait. Donc... Et vous vous tenez très droit. D'ailleurs, juste avant de démarrer cette émission, vous avez demandé à être assis comme vous l'êtes. Oui. Parce qu'en général, c'est vrai, nos invités, bon, c'est le but aussi, se détendent et sont mieux assis dans ce fauteuil, mais il y a une droiture, une rigueur chez vous. Plus on avance dans la vie, plus cette position me semble indispensable. Au Centre Pompidou, j'ai érigé 3 totems. J'aime ce sentiment de verticalité, ce sentiment d'installer quelque chose qui se tourne vers le ciel plutôt que d'être allongé. Voilà. Et aujourd'hui, face à vous,
J'ai envie d'être droit, oui, en effet. J'ai lu dans Libération, je suis enfin arrivé dans une époque qui me ressemble. Donc cette époque de ce peuple de demain, c'est quand même une époque qui vous ressemble. Ah oui. Qui est peut-être pas si verticale que ça, mais elle vous ressemble. Oui, mais l'essentiel, c'est de... comment dirais-je elle n'est pas si verticale, mais elle est très intéressante. On est en train de vivre une époque de tous les possibles, en quelque sorte. Hein. J'ai le sentiment, paradoxalement, que c'est une époque aussi qui ressemble au moment où je suis arrivé à Paris dans les années 70, où il y avait toutes ces possibilités, les intellectuels conversaient avec les gens du rock'n'roll, il y avait cette transversalité. Là, on est dans un monde totalement transversal, qui touche à un prochain monde, qui est le métaverse, qui est encore un monde parallèle et à côté, qui ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai le sentiment que depuis l'enfance, je suis dans une espèce d'autre monde à côté de métaverse, puisque je me suis construit mon univers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce monde de métaverse? Expliquez-nous. C'est un monde qui est en train de s'installer, c'est un monde digital hein, qui arrive progressivement, où l'illusion, le virtuel est installé comme une réalité. C'est un monde qui est très dangereux et qui est aussi très séduisant. Alors c'est un monde qui nous propose, par exemple, comme outil de consommation, dans ce qu'on peut appeler le marketing, de porter un vêtement sans même l'acquérir, hein, ou d'être en photo dans un lieu sans posséder ce lieu ou y avoir jamais été. Donc il y a comme une sorte de don d'ubiquité. Hein, de société d'ubiquité, on est à plusieurs endroits à la fois, on est dans plusieurs mondes à la fois, et on appelle ça le métaverse. Et moi, enfant, je sais que je vivais déjà dans un monde qui n'était pas le monde réel, puisque je vivais dans un monde où je pouvais remonter une nuit, un fleuve en m'endormant. J'ai toujours eu un imaginaire extrêmement fort qui m'emmenait sur d'autres chemins que le monde où on était. Ce qui a été la force de ma création. Un monde plus enfantin et une forme de régression. Pas forcément, parce que c'était un monde de conquête, c'était un monde d'utopie, c'était un monde où je voyais une espèce où j'installais une espèce de société idéale. Hein. Et quand, dans Libération, j'ai dit à Marie Ottavie que j'avais enfin descendu ce long fleuve pour arriver dans un océan et que le monde me ressemblait enfin, c'est parce que j'ai eu le sentiment d'être, durant toute ma carrière, à contre-courant, ou d'anticiper les choses, ou de les voir un peu à la manière d'un visionnaire. Bien que je n'aime pas ce mot, parce que je vivais d'une manière décalée. Par exemple, ma relation avec l'art, l'idée de créer des ponts entre la mode et l'art, l'idée de créer des ponts entre l'architecture et la mode, entre la musique et la mode. La mode est un merveilleux médium de communication, donc ça me semblait être quelque chose de tout à fait évident. Je n'ai jamais pu... J'aime bien cette phrase de Jean Cocteau qui dit « Je suis un touche-à-tout parce que tout me touche. » Et en fait, tout me touche, mais... Au-delà de tout, c'est les autres qui me touchent. C'est l'humain. C'est vivre des choses, c'est vivre des aventures professionnelles, c'est vivre des aventures de fraternité. Donc c'est vraiment cela. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission, où je vais m'éclipser. Vous allez rester seul, oui, en face de 4 mots que je vais vous proposer. À vous de nous les éclairer. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On poursuit. Jean-Charles de Castelbajac, est-ce que vous êtes bien? Toujours assis dans la même posture? Je suis très bien. Allez, je vous propose mon premier mot, et oui, c'est croix. Ah, c'est un mot magnifique. Hein. C'est un mot magnifique parce que c'est
je la trace tous les jours, cette croix. Quand je dessine mes anges à la craie dans les rues de Paris, c'est les armes de ma famille, c'est les 4 points cardinaux. Votre signature, donc? C'est ma signature, mais aussi à la manière... quand je signe mes dessins, il y a toujours cette petite croix en bas à gauche, à droite, qui est un peu comme la croix des analphabètes aussi, mais de ceux qui croient. Si je retenais un signe qui a guidé ma vie, c'est la croix, oui. C'est la croix. C'est la croix, et à la fois, quand j'ai travaillé en 97 pour Monseigneur Lustiger à préparer les JMJ, ça a été une de mes premières préoccupations, parce que la croix de mon enfance, c'était une croix très impressionnante, ces grandes croix de bois avec le Christ, c'était une croix... j'allais dire de soumission, en fait. Alors ma préoccupation dans ces GMJ, ça a été de l'ouvrir, en fait, cette croix, et d'y creuser un sillon, et d'y creuser une meurtrière, une fenêtre, pour que la lumière transparaisse. Voilà. La croix de cette chasuble, donc. C'est ça. Mais qui a été cette forme. Mais qui a été aussi utilisée pour qui a été faite en argent, et qui a financé le voyage de milliers de jeunes pour nous rejoindre à Longchamp. Les JMJ, c'était donc en 1997. Vous avez donc créé cette chasuble de combat, même. La chasuble, en fait, c'est le Saint-Père qui m'a donné sa chasuble de combat, avec laquelle il avait été en Pologne et voir Pinochet, pour que je m'en inspire dans la forme. Et en fait, je l'ai transformé en chasuble de lumière, puisque au lendemain des JMJ, le pape m'a dit que j'avais utilisé la couleur comme ciment de la foi, et je pense que ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie, et en voyant aujourd'hui le résultat d'un lieu de partage, de transformation, de création, comme mon installation, Le Peuple de demain, je ne peux m'empêcher de penser à la phrase du pape qui me disait que j'avais utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et je crois qu'aujourd'hui, la couleur, c'est un ciment de l'espoir. C'est un ciment du vivre ensemble, du partage. En fait, la couleur, c'est vraiment un outil de démocratie incroyable. De l'espérance aussi. Oui, et de l'espérance, bien sûr. J'ai le sentiment que... on parlait tout à l'heure de mon côté anticipation au travers de ma carrière, mais j'ai toujours revendiqué ces couleurs, j'ai toujours forte que j'ai utilisé ce jour des GMJ, ces 4 couleurs qui ont parsemé notre entretien, mais ça n'a jamais été autant un moment où la couleur peut être un point de convergence universelle. Cette fameuse chasuble dont on parlait, celle du pape notamment, elle a été en vitrine à Notre-Dame de Paris. Qu'est-elle devenue ? Cette chasuble a fait partie du trésor de Notre-Dame. Elle a été donnée par Jean-Paul II, par Saint Jean-Paul II à Notre-Dame, et elle a été portée par Monseigneur 23 plusieurs fois. Elle est donc devenue une relique de 2e catégorie. Comme vous le savez, que les reliques de 1re catégorie, c'est ce qui appartient au corps du saint. Et les reliques de 2e catégorie, c'est tous les vêtements qu'il a portés ou les choses qu'il a touchées. Donc, elle a été sauvée par une équipe de pompiers durant l'incendie de Notre-Dame, en même temps que la couronne du Christ, qui était à proximité. Et elle a été, on va la revoir dans un film de Jean-Jacques Hano qui raconte l'épopée de cette nuit tragique.
Comme on parle de croix, c'est notre premier mot, c'est aussi dans la devise de votre famille. Le lys fleurit sur la croix. Tout à fait, tout à fait. Lilia in cruce florere, qui est une devise forte, qui a guidé ma vie, qui est une devise parfois lourde, c'est-à-dire qu'on pourrait l'interpréter en disant que la rédemption, l'épanouissement vient d'un chemin long et de souffrance. Je ne crois pas, en fait. Je crois que la croix est quelque chose de lumineux et que c'est une forme de compagnon de route, voilà. Vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir porté votre croix, notamment dans votre enfance, une enfance difficile dans ce pensionnat militaire de 6 et 17 ans? Oui, je l'ai longtemps dit, en fait, pour vous dire la vérité. J'ai longtemps dit que j'avais beaucoup souffert en pension et que ça avait été difficile. Effectivement, ça a été difficile parce que un enfant veut toujours être entouré de tendresse, comme j'entoure aujourd'hui ma fille de tendresse ou d'affection ou de transmission, parce qu'en fait, dans cet éloignement, il y a aussi l'absence de transmission. Mais je crois que j'ai forgé autre chose en pension. J'ai forgé mon imaginaire. Donc, il y a a posteriori une vision très forte que j'ai en moi, qui est que lorsque j'ai été enfant, j'ai dû devenir adolescent. Lorsque j'ai été adolescent, j'ai dû devenir adulte. Et maintenant que je suis adulte, je suis l'architecte de mon enfance retrouvée. Je suis l'architecte de mon enfance retrouvée. Et donc, je suis un enfant adulte, ce qui est absolument merveilleux. Ça nous permet d'aller doucement vers la deuxième question, plutôt le deuxième mot. Ouais. Et sereinement. Et sereinement. Il s'agit de renaissance. Ouais. Magnifique. En fait, ma forme d'artiste protéiforme, curieux de tout, passionné de tout, explorateur de tous les territoires, aux États-Unis, on appelle les renaissances men. Hein. En fait, ça doit être comme un portrait de Léonard de Vinci, Renaissance men. Et la Renaissance, à plusieurs titres, m'interpelle. Ce n'est pas une période de l'histoire qui m'a passionné autant que le Moyen-Âge. J'aimais la brutalité, j'aimais l'esthétique brutale, j'aimais les châteaux forts, j'aimais la dureté de la pierre, j'aimais la pureté des sentiments, j'aimais la dimension épique du Moyen-Âge. Et là, alors que la Renaissance m'est apparue comme quelque chose de presque trop sophistiqué pour moi. Hein. Et plus j'avance dans la vie, plus j'en vois la lumière, plus j'en vois la composition, plus j'en vois l'enrichissement. Et puis, dans ce mot renaissance, il y a ma propre renaissance. Hein, ma propre renaissance. J'ai eu le sentiment dans ma vie de renaître plusieurs fois. De renaître plusieurs fois à la vie, avec un regard nouveau. Je vis une renaissance. Je viens de me marier avec Pauline. J'ai une petite fille. Je crée de nouveau avec une soif de partage. C'est ça, c'est une soif de partage, comme je n'avais pas créé depuis très longtemps. Donc je pense que il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de vieillir, d'avancer dans la vie et de se sentir libre de renaître, en fait. Vous le disiez, vous êtes un jeune marié, jeune papa, marié à Pauline de Roas. C'était un mariage religieux? Oui, tout à fait. Comment est-ce possible?
C'était un mariage religieux vous avez parce été que... divorcé? Pas du tout, mais mon premier mariage n'a pas été célébré dans l'église. Voilà. Donc il me semblait légitime et tout à fait indispensable que mon mariage avec Pauline soit à l'église. Et votre petite fille est baptisée? Bien sûr. Bien sûr. Elle a un parrain formidable et une marraine. C'est important ce rôle de parrain et de marraine. Encore des rôles de transmission aussi? Oui, bien de sûr. Passage? Et d'accompagnement comme ces anges gardiens évangéliques. Quand je regarde ce mot face à moi, bizarrement d'ailleurs, il y a écrit Renaissance et je vois Renaissange maintenant. Renaissange. Ça aussi, on va reparler voilà, de vos anges que vous crayonnez, que vous dessinez un peu partout à travers la capitale depuis longtemps. Oui. Revenons sur cette nouvelle histoire, cette nouvelle page qui s'est ouverte avec votre mariage. Il y a une inspiration qui est revenue, vous le disiez. Vous êtes même transformé physiquement. Un enfant, il y a beaucoup de connexions. Tous deux, vous avez des points communs avec Pauline. Vous êtes tous les deux issus de familles au départ traditionnelles avec une histoire. Oui. Et puis des connexions aussi dans l'art, puisque, si je ne m'abuse, Pauline est poétesse et sa grand-mère Thérèse est la cousine de Niki de Saint-Phal. Bah, vous connaissez beaucoup de choses. Bien, les couleurs encore. Oui, les couleurs. Beaucoup de couleurs. Les couleurs et chez Niki, l'art au service d'une mission, l'art en l'occurrence les femmes. Et ça, c'est très important. Et il y a ce lien de caractère avec Pauline. Les femmes, justement. Les femmes. Les femmes de votre vie. Il y a eu votre mère, bien sûr. Oui, oui, absolument. Forte, courageuse, audacieuse et protectrice. J'ai très envie de retourner sur ses pas à Limoges. Je ne suis pas allé depuis très longtemps dans cette ville, mais c'est un de mes projets. Elle fonde une entreprise de confection. Oui, elle fonde. Oui. Et c'est elle qui vous a mis un peu le pied à l'étrier. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que je ne me voyais pas fashion designer, pas du tout. En fait, je n'avais pas vraiment d'idée précise, puisque j'avais renoncé à l'idée d'être militaire. Et quand je suis sorti à 17 ans sans diplôme, puisque je n'avais même pas eu mon BEPC, j'ai commencé à flâner dans cette ville de Limoges, à aller au cours des Beaux-Arts. Et puis elle m'a dit, écoute, Jean-Charles, tu devrais dessiner, puisque j'ai un grand atelier là, tu devrais dessiner, dessine-moi une collection. Et j'avais pas vraiment l'idée, ou j'avais pas vraiment, ça me semblait pas être quelque chose de très exaltant. Et je lui ai dit, au bout de quelques jours, je lui ai dit, je vais commencer par la fin. Je vais dessiner des vêtements dans des matières extrêmement pauvres. Et je pense que ça, c'était mon héritage de pension. Ça m'est resté, ce côté matière rugueuse, ce côté matière pauvre. Et donc, j'ai acheté des vieilles couvertures, comme celle que j'avais en pension. J'ai acheté des serpillères, des choses très très pauvres, et elle en a fait des vêtements extraordinaires. Elle en a fait vraiment des vêtements extraordinaires. Et c'était comme de l'arte povera en quelque sorte. C'était tellement inattendu. On a présenté ça à Paris, et j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Elle avait confiance. Je me souviens que les Américains se sont enthousiasmés, et dès cette première collection, la mode m'a embarqué, m'a kidnappé, puisque le succès est venu tout de suite. Oui, avec John Lennon, entre autres, qui a porté... Oui, parmi tant d'autres. Vous savez, comme mes vêtements étaient tellement...
mes vêtements, comme le reste de mon travail, ont toujours été tellement à part, tellement différents, tellement décalés, qu'ils étaient comme des complices et des aimants de ceux qui étaient aussi dans un décalage ou dans quelque chose d'alternatif. Hein. En fait, je n'aimais pas et je n'aime toujours pas les choses dans la normalité. J'aime toujours les choses qui sont chargées d'un accident, qui sont chargées d'un choc émotionnel, qui sont chargées de deux cultures, qui sont chargées d'une sorte d'hybridité parfois, et le plus souvent d'hybridité entre l'histoire et la modernité. Hein. Alors vous avez parlé d'hybridité tout à l'heure en voyant Renaissance et René-Ange. Oui, oui. Renaissance. Renaissance. Ah bah Renaissance. Voilà, ça tombe bien. Ça va un peu vers mon troisième mot qui est elle. On pense à ange aussi, forcément. Bah, elle, pour moi, c'est les femmes. C'est elle. Hein. Il y a elle et il. Ça, c'est déjà phonétiquement, c'est la première évocation. Hein. J'adore les mots. Les ailes, au sens propre du terme, elles m'accompagnent depuis toujours, puisque j'ai toujours dessiné des anges et j'ai toujours eu le sentiment que d'avoir un compagnon de route, d'être accompagné. Et puis j'ai été, à partir de 96-95, investi dans mon inconscient, investi dans ma main gauche de ce geste de dessiner des anges dans les villes. Et depuis, ça ne m'a pas quitté. Pourquoi des anges ? Bah, en fait, je n'ai pas la réponse. Pourquoi des anges ? Je trouve qu'ils sont... la réponse est dans mon trait. Ils sont absolument les habitants qui nous ont précédés au cœur de ces villes, où ils sont nos compagnons de route. En fait, chaque ange que je dessine, c'est comme une commande de l'invisible. C'est joli. Quel est votre compagnon de route ? Votre ange gardien ? Le mien s'appelle Daniel. Mais c'est aussi mon père, c'est aussi ma mère, c'est tous mes amis, tous mes frères d'armes qui ont disparu et qui sont toujours omniprésents dans mon cœur. Mais sauf que cette image de l'ange, je veux pas, j'en réfute la dimension jolie, mignonne, vous voyez. Il y a quelque chose, c'est comme Saint-Michel, terrassant le dragon. C'est un ange, mon ange, c'est un ange fort, c'est un ange rock'n'roll, c'est un ange contemporain. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il a fait que sont venus vers moi et vers ce travail toute une génération d'adolescents qui ont aimé sans doute peut-être la simplicité des traits, mais surtout la figure complice, peut-être chargée d'empathie aussi, et de camaraderie que je dessine. On parle des ailes des anges. Une aile, c'est pour s'envoler, des ailes. Oui. Ou pour se protéger, oui. Ce qui est aussi l'un de vos combats, entre guillemets. On pense à vos manteaux nounours, manteaux doudou pour protéger les femmes. Oui, oui. Vous savez, je dessine plus beaucoup de vêtements, en fait. C'est comme... c'est pas comme si j'étais arrivé à la fin d'un cycle, parce que dès que je prends
mon crayon et qu'on me commande une collection, je suis très heureux de la dessiner et j'y retrouve du plaisir. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui de voir mes 50 ans de travail dans la mode se multiplier dans la société par une génération qui s'en est inspirée, et j'en suis heureux, en fait. Voilà. Et puis je reviendrai sans doute un jour à redessiner des armures de textile, comme je l'ai fait. Mais quand je me suis battu dans les années 70 pour faire des manteaux, tout le monde était dans quelque chose de très de très féminin, qui fragilisait les femmes, qui les amenait à cette idée de sexy. Moi, j'étais dans autre chose. J'étais dans des shelters, j'étais dans des armures, et j'étais dans l'idée, effectivement, un peu chevaleresque, sans doute, qui était de protéger. Et je pense que ça n'a jamais été autant d'actualité, parce que quand je lis la presse quotidienne et que je vois qu'encore dans notre société au XXIe siècle, les femmes sont battues, les femmes sont tuées, séquestrées, je crois qu'il y a ce travail est sans fin. Et c'est un devoir. Je passe au 4e et dernier mot. Il s'agit de révélation. J'ai entendu que c'était l'un de vos mots préférés. Révélation parce que je crois que ma mère m'a révélé à mon talent, à un certain moment, en cristallisant et en me disant « va vers ton risque, fais ça, prends confiance ». Et je pense que ce que ma mère a fait, j'ai passé ma vie à le faire, en fait. Et j'ai aimé, c'est sans doute un des plus beaux rôles de ma vie, guider, partager, accompagner, conseiller. Je pense qu'il y a en chaque être un talent. Il y a en chaque être une possibilité. Il y a en chaque être un chemin. Il y a en chaque être plusieurs portes. Il y a en chaque être des intuitions. Seulement la société fait que tout est en place pour les éteindre. Tout est en place pour dire qu'il faut peut-être faire les choses d'une manière plus conventionnelle, qu'il faut peut-être faire les choses plus en fonction du regard des autres, qu'il faut peut-être faire les choses pour nous assurer une vie stable et équilibrée. Donc, souvent, dans ma vie, j'ai participé à la révélation. Par exemple, dans cette agora extraordinaire du Centre Pompidou, lorsque j'y passe l'après-midi, je m'aperçois que de dire à un enfant, par exemple, de serrer la main en me regardant droit dans les yeux, c'est un tout petit chemin de la révélation. Quand je leur demande de faire un dessin chaque jour de leur vie, à partir du moment où ils m'ont rencontré, ça fait partie de la révélation. Et je pense que j'ai rencontré des êtres qui, par exemple, avaient eu des fêlures, avaient eu des fracas dans leur vie d'enfant. Et au lieu de colmater, comme on leur a conseillé, ces fêlures, ils auraient dû y planter une graine. Donc, il n'y a rien qui pousse mieux que les graines dans les fêlures. C'est la lumière qui en sort. Très joliment dit. Cette graine qu'il a plantée chez vous, après quelle fêlure? Vous savez, moi j'ai suivi un chemin, en fait, de lumière jusqu'à l'âge de 6 ans, entouré d'amour, de lumière,
du Maroc à Nice chez ma grand-mère. Et ensuite, à 6 ans, je suis rentré dans un collège militaire à Mesnières-en-Bray. Et là, les choses étaient un petit peu plus suspendues, grises. Mais lorsque j'en suis sorti, et lorsque ma mère m'a dit « Prends ce crayon », j'étais gaucher, j'étais un gaucher contrarié, et elle me dit « Dessine ». C'était un crayon graine. Très joliment dit, toujours. Gaucher, la main du diable, on disait à l'époque. Alors là, je reprendrai une phrase de mon père qui me disait « Jean-Charles, le diable n'est pas ton ennemi, il est ton adversaire ». Votre père, justement, vous l'avez perdu à 15 ans. Oui. Ça a été une déchirure, une de ces fêlures aussi, qui vous a construite. Vous savez, lorsque vous perdez votre père à 15 ans, vous ne vous considérez pas, proprement dit, orphelin. Parce que j'ai des amis qui ont perdu leur père beaucoup plus tôt. Donc j'ai eu la chance de vivre avec lui certains moments épiques, merveilleux, de transmission. Et puis ces moments, j'en ai fait des trésors. Et ils ont inspiré le chemin de ma vie. Ce que mon père n'a pas eu le temps de me transmettre, c'est d'être père. C'est tous les secrets qu'un père doit transmettre à un autre père pour être un bon père. Hein. Voilà. Donc j'ai été un père ami. J'ai été un père ami avec mes fils. Et j'ai été un père qui a essayé de donner cette espèce de fraternité, bizarrement, plus que de paternité. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais peut-être différemment. Plus comme votre père. Voilà. Avec plus de verticalité, d'autorité, voilà. peut-être. On parlait de révélation chrétienne. Mais quand je vois l'épanouissement de mes fils, qui sont deux très bons artistes, qui sont dans une vie sereine, je me dis qu'aussi, après, ils auront leur chemin de père. Bien sûr. Ce qui est le cas déjà. C'est ça. Vous avez déjà de l'aîné. Un petit-fils. C'est ça. Révélation d'un mot, révélation chrétienne aussi, bien sûr, spirituelle. Alors, révélation... y en a-t-il eu pour vous? En fait, la religion, cette révélation chrétienne, elle s'est faite d'une manière forte et j'allais dire, et manifeste à mon entrée de pension. C'était comme si je rentrais en religion, si je rentrais au séminaire, en quelque sorte. Hein, puisque nous allions tous les matins, moi, petit garçon de 7 ans, tous les matins à la chapelle, tous les soirs, il y avait ce rendez-vous avec la prière. Ça n'a pas été le moment où Dieu est réellement rentré dans ma vie. Hein, ça n'a pas été le moment où Dieu est rentré dans ma vie. Quand ça? Je parle de l'enfance. Hein. Bien sûr. Quel a été le moment où Dieu est entré véritablement dans votre vie? Je pense que Dieu était dans ma vie, mais ma place par rapport à ce que ma foi me demande et comment je peux participer, parce que je crois qu'il y a l'idée, pour moi la prière ou la foi, c'est de l'ordre de la participation, c'est de l'ordre comment peut-on arriver à, par son talent, par son courage, par sa force, par son effort, à apporter, à être un affluent de Dieu, un petit affluent
un petit affluent qui va contribuer à ce que on devienne, à ce que ça devienne un grand fleuve, que jusqu'à la mer. Donc voilà, c'est au fur et à mesure de mon travail créatif que j'ai eu cette révélation. Au fur et à mesure de mon travail créatif, une figure s'est imposée à moi, c'est la figure de la croix, on y revient, où j'ai dessiné tous mes vêtements qui étaient inspirés d'une chasuble, d'une tunique de pénitence de Saint-Louis qui était exposée à Notre-Dame. Donc ça a été la pierre angulaire de mon travail. Et ensuite, je me suis aperçu qu'au travers de mon travail, tout au long de ma vie, je ne parle pas des anges sur les murs, mais au travers de cette idée de ce sentiment chrétien qui était de protéger, qui était de donner de la couleur au monde, qui était de donner de l'espoir, qui était de participer à une dimension de célébration du vivant, hein, de célébration de l'espoir, j'ai trouvé ma révélation. Votre révélation. Bon, ben je vais vous rejoindre pour la dernière partie. À tout de suite, Jean-Charles. Jean-Charles de Castelbajac, merci d'avoir répondu à ces questions, à ces mots, de les avoir éclairés. Quel était le mot qui vous a le plus touché finalement? Bonheur. Bonheur, qui n'était pas un des mots proposés. Non, j'allais dire. C'est celui qui recoupe tout. C'est pas un, bonheur. Oui, je cristalliserais par sérénité, en fait. Hein. En fait, j'ai trouvé dans chacun des mots tellement de possibilités qui pouvaient me convenir entre mon vécu, mes passions, ma vie aujourd'hui. Oui, je cristalliserais ça en disant que le tout, si je fais un fil qui réunit tous ces mots, aujourd'hui c'est sérénité. Sérénité. Voilà. Est-ce que c'est un exercice qui vous a plu? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Très intéressant. Très intéressant parce que j'ai une passion pour les mots. Hein, et les mots que vous avez choisis sont tellement chargés de sens pour moi, en fait. La croix, la révélation, la renaissance. Le quatrième, c'était elle, qu'on pouvait interpréter elle m'a différemment. posé plus de problèmes. Mais les trois autres étaient vraiment des chemins forts et émouvants. Non, je disais sérénité parce que, vous savez, j'ai toujours eu comme deux routes, en fait. Je vous parlais de métaverse tout à l'heure. J'ai eu ma vie d'artiste, ma vie de designer, donc il y avait ces paradoxes, ma vie de passionné de modernité, passionné de guitare électrique, de synthétiseur, d'art contemporain, et ma vie de passionné de tradition, de choses ancrées dans ma terre du Gers. Voilà. Et quand je dis sérénité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tous ces contraires, tous ces paradoxes qui ont fait la richesse aussi de mon imaginaire, se sont mis en place et se sont cristallisés en une chose, hein, c'est la sérénité. Et la sagesse. Et la sagesse, et la sagesse. Et la sagesse. Le bénéfice du temps aussi? C'est le bénéfice du temps, mais je retrouve aussi, par exemple, cette dimension de certitude dans mon travail que j'ai eue lorsque j'ai parlé de l'arc-en-ciel à Monseigneur Lustiger, ce qui n'était pas vraiment évident à l'époque, en 97. Et je lui ai dit, Monseigneur, je n'ai qu'une idée, je n'en aurai qu'une, c'est l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, c'est la sagesse et l'envie qui m'habitent. C'est-à-dire que je pense que l'artiste a un rôle humain, social, pour participer à ce que le monde aille mieux, hein, dans ce monde un peu
chaotique, où la société a du mal à vivre ensemble dans ses composantes. Et je pense que l'art a un rôle prépondérant, vraiment prépondérant. Je voudrais dans le futur travailler beaucoup sur des installations dans les villes, créer des totems qui rassemblent des jardins, des fontaines. J'ai ce projet en tête, puis je rêve toujours, bien sûr, et je rêve toujours, bien sûr, de faire des vitraux. Voilà. Oui, ça vous en parliez déjà ici, il y a 10 ans. Vous n'en avez toujours pas créé. Je pense que, voilà. Donc un travail à faire dans l'Église bientôt. Oui, oui. Vous aimeriez aussi être conseiller de l'Église. Ça, vous avez une pratique. Je pense qu'au sortir des JMJ en 97, c'était une possibilité. Aujourd'hui, je veux être un conseiller universel du monde. Parce qu'il y a... j'ai relu une interview de ma mère dans les années 70. On lui disait... votre fils est un bon artiste, est un grand artiste. Elle disait, mais mon fils est au-delà de ça. Il a des propositions pour le monde. Elle avait raison. Voilà. Juste un mot, votre pratique, nous sommes sur KTO, elle est régulière? Vous allez à la messe? Elle est régulière, bien sûr. Vous priez régulièrement? J'étais à Saint-Louis des Invalides hier et dans le sacré, au cœur de ces drapeaux extraordinaires... cette transcendance est toujours là. Bien sûr. Mais la prière, c'est quelque chose qui accompagne nos vies lorsqu'on est chrétien. Donc, c'est fait partie aussi de notre quotidien. Il n'y a pas de moment de prière, en fait. Il y a des moments où il y a des pics, où il y a un moment où on est dans la condition de la prière absolue. Puis là, on est avant Noël, donc on a été acheter la crèche avec Pauline, et elle est magnifique. Sapin de Noël aussi. Voilà, bien sûr. Et puis sous le sapin de Noël, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, on pourra peut-être mettre votre ouvrage, qui est un très beau livre. De demain. Voilà, dessin tout terrain. Et puis je pour tiens les à dire enfants, que c'est 500 pages. C'est formidable. C'est 500 pages. C'est magnifique. Non, pas 500 pages, c'est 500 dessins sur 50 ans. Voilà. Il y a même des menus, des choses que j'ai faites. Très très beau, un très beau livre à mettre sous le sapin. Voilà. Et pour les enfants et les plus grands, allez voir Le Peuple de demain. Donc, et puis traquer mes anges dans la rue. Au centre Pompidou, et vos anges qu'on voit notamment à la Gare du Nord, ce sont vos premiers, je crois. Oui, ça c'est les premiers. De la Gare du Nord, mais il y en a un petit peu partout. Merci infiniment, Jean-Charles de Castelbajac. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Sinon, vous pouvez venez nombreux voir Le Peuple de demain. Le Peuple de demain. Jusqu'en mai. Voilà, jusqu'en mai au centre Pompidou. Et vous, sur ktotv.com, bien sûr.